Bonjour à tous, je suis Alexandre Garabédian, directeur de la rédaction de la GFI. Je suis très heureux de clôturer cette belle journée d'échange dans ce superbe endroit avec le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. La Banque de France est un acteur qui est concerné par l'innovation à double titre au moins. D'abord en tant qu'utilisateur de tech et d'innovation pour son propre compte, et puis en tant que superviseur et régulateur de l'innovation dans l'écosystème financier. On va commencer par la première mission, l'innovation à la Banque de France. Et dans le système des banques centrales, on se laisse un gros quart d'heure pour discuter de ces sujets. On va commencer par les monnaies numériques de banque centrale. C'est un des gros sujets du moment depuis quelques années en zone euro. Il y a des expérimentations à la Banque de France et dans l'eurosystème. Quel bilan tirez-vous et quelles sont les prochaines étapes ? D'abord, bonsoir. Je voulais vous dire comment j'étais heureux de venir à ce Bank Tech Day, de le conclure. Je vais vous faire une confidence. Dans ma longue vie, et même ma longue vie comme gouverneur, j'en suis dans ma 10e année, je n'avais encore jamais parlé à l'opéra. Et donc, comme je pense beaucoup d'orateurs précédents, le plaisir d'être dans ce magnifique foyer. Alors le fait d'être au cœur d'une belle tradition française, c'est aussi le cas de la Banque de France. Nous fêtons cette année notre 225e anniversaire et ça n'empêche pas d'être résolument tourné vers l'innovation et vers le XXe siècle. Sur la monnaie numérique de banque centrale, c'est un projet sur lequel nous avons été pilotes, notamment sur son volet de gros ou interbancaire, dont quelquefois on parle moins. Donc si vous m'autorisez une minute, Alexandre Garabédian, peut-être rappeler que quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, au fond c'est un projet qui a deux versants. Il y a un versant qui est très exposé au débat politique et médiatique, c'est le versant retail, ce que nous appelons l'euro numérique, on y reviendra peut-être. Et puis il y a un versant qui est plus discret, mais qui est pour nous aussi important, qui est la monnaie wholesale pour le dénouement des transactions entre acteurs financiers, y compris les dénouements de transactions de marché. Alors là, la Banque de France s'est lancée dès 2019-2020 à conduire un certain nombre d'expérimentations avec beaucoup d'acteurs privés, dont je pense un certain nombre sont d'ailleurs présents dans la salle. Nous en sommes aujourd'hui à 19 expérimentations conduites par la Banque de France. Et depuis 2024, ça je crois que ça a été une étape décisive, c'est devenu un projet Eurosystème et BCE. Je souligne ça parce que la BCE s'était d'abord lancée sur le versant retail. Mais aujourd'hui, nous avons deux projets et nous voulons vraiment avancer sur les deux. Pourquoi c'est crucial d'avoir cette monnaie interbancaire? Parce que la fonction d'encre monétaire assurée par la monnaie de banque centrale est évidemment essentielle pour assurer la stabilité des transactions de marché. Si nous ne développons pas un actif numérique, la monnaie de règlement, qui a toujours été de la monnaie banque centrale sur les transactions de marché, peut devenir des stablecoins ou des monnaies émises par des émetteurs privés, probablement non européens. Ça pose des problèmes de fragmentation, ça peut poser des problèmes de stabilité, et évidemment ça pose des problèmes de souveraineté. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Notre Conseil des gouverneurs a décidé, début 2025, d'avoir un projet structuré en deux étapes ou deux tracks. Donc la première étape, c'est d'avoir, début 2026, quelque chose qui ne soit plus un pilote, mais qui offre une facilité de règlement en monnaie numérique de banque centrale à tous les acteurs de marché. Et ensuite, à horizon de quelques années, track 2, de construire un registre unifié, le fameux Unified Ledger, avec la technologie DLT, sur lesquels puissent s'échanger des actifs financiers tokenisés, des dépôts tokenisés probablement, et de la monnaie numérique de banque centrale. Et là, je crois que dans ces deux étapes, on va vraiment avoir une solution européenne extrêmement sûre et state of the art, ou même assez en pointe dans la question du registre unifié. Est-ce que ça doit s'étendre au retail? Parce qu'il y a toujours la question du pourquoi, quelle utilité pour le retail qui est posée. Alors là, je passe sur le versant qui est plus exposé, si j'ose dire, à la lumière, c'est-à-dire le versant retail, ce que nous appelons l'euro numérique. Je dirais qu'il y a deux grandes raisons de le faire.
Il y a une raison qui existe depuis plusieurs années et qui a été notre première motivation, c'est l'évolution des formes, des supports de la monnaie. Alors je vais être très pratique là-dessus. La monnaie a toujours été, y compris pour les citoyens que nous sommes, un partenariat public-privé. Vous avez toujours vu coexister depuis le Moyen-Âge de la monnaie privée émise par des banques ou des acteurs financiers et puis de la monnaie publique émise par les banques centrales ou par le souverain. Alors le cadre historique prête à reculer quelques siècles en arrière, mais je vous rassure, je vais le faire très vite. Si je me mets au Moyen-Âge ou à la Renaissance, vous avez les lettres de change des banquiers lombards et autres, et puis vous avez la monnaie métallique, l'or et l'argent du souverain. Si je passe au XIXe siècle, création de la Banque de France en 1800, vous avez les chèques et tous les moyens de paiement émis par les banques privées, et puis vous avez le billet, la monnaie papier, qui en 1800 apparaît comme un très grand progrès. J'étais évidemment pas là en 1800, mais quelquefois je dis avec un peu de malice que je suis sûr quand le billet papier est apparu, il y a un certain nombre de gens qui ont dit mais pourquoi faire un billet papier? À quoi ça sert puisqu'il y avait l'or et l'argent? Bon, on en voyait la limite, mais je crois que ça a été un vrai progrès. Nous sommes au XXIe siècle, la principale forme de la monnaie, c'est le numérique. C'est évident pour la monnaie privée de banque commerciale, c'est plus le chèque, c'est la carte de crédit, c'est le paiement par mobile, c'est le virement, c'est tout ce que vous voulez. Ça doit être une évolution parallèle sur la monnaie de banque centrale. Nous n'abandonnerons pas au passage le billet, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens y sont attachés, même si son usage diminue, mais nous voulons offrir une liberté de choix. Ça n'est en rien une obligation aux Français et aux Européens de pouvoir avoir une monnaie de banque centrale qui soit dans la forme du XXIe siècle, c'est-à-dire un euro numérique. Ceci doit se faire évidemment en partenariat avec les banques commerciales. Il ne s'agit pas de rémunérer l'euro numérique mieux que les dépôts, il ne s'agit pas de nouer des relations clients. La Banque de France a arrêté d'avoir des comptes de clientèle en 2004. Ce n'est pas pour recommencer 21 ans plus tard. Et il ne s'agit pas non plus de vider les dépôts commerciaux, il y aura une limite de détention. Mais c'est la forme moderne du partenariat. Donc ça, si je résume tout ça, au fond, c'est un billet numérique plus. C'est les qualités du billet unies aux qualités du numérique. Il y a une deuxième raison qui est arrivée et qui, elle, date des derniers mois. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Un des executive orders du mois de janvier, qui a peut-être été moins noté et qui a une vraie cohérence du point de vue américain, c'est que la nouvelle administration dit « moi j'interdis la monnaie numérique de banque centrale, au moins dans sa version retail aux États-Unis, et je favorise au contraire la monnaie digitale privée, émise probablement par des big tech ou par certaines grandes banques. Je n'ai pas besoin de citer de nom, les stablecoins en dollars, il y en a déjà un certain nombre, et il y a beaucoup de projets de développement. Ça, peut être cohérent d'un point de vue américain. Mais nous savons qu'il n'y aura pas d'émetteurs de stablecoins européens parce qu'il n'y a pas de big tech européenne. Et donc, si nous ne créons pas cet actif numérique de référence publique, nous nous retrouvons dans une situation où la monnaie digitale appartient à des acteurs entièrement privés et non européens. Et ça, c'est évidemment une situation de dépendance, de perte de souveraineté à la fois monétaire et potentiellement sur les paiements, qui, je crois, n'est pas acceptable dans la durée pour l'Europe. Si vous vous souvenez, quand il y avait eu le projet Libra en 2019, le projet de Facebook, il y avait une réaction très vigoureuse. Je peux en témoigner des ministres des Finances à l'époque, disant aux banques centrales « accélérez le projet d'euro numérique ». Il se trouve que Libra, pour des raisons diverses, s'est arrêté. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui vont se développer légitimement côté américain. La réponse européenne, ça doit être cet actif numérique. J'insiste beaucoup sur le fait que cet euro numérique, il se fait en partenariat avec les banques commerciales, sur la relation clientèle, sur des limites de détention et évidemment probablement sur le maintien de l'essentiel des transactions et de l'essentiel des dépôts, des encours en monnaie de banque commerciale. Mais c'est très important d'avoir cette ancre qui assure la souveraineté européenne. C'est clair. Un petit mot sur l'intelligence artificielle. Comment vous l'intégrez, Banque de France, dans vos missions et dans votre fonctionnement?
Alors, nous sommes là une entreprise comme les autres. On ne prétend pas du tout être une fintech ou une start-up, mais évidemment, l'intelligence artificielle, nous l'embarquons dans nos méthodes de travail. Donc, dans le plan stratégique actuel, qui se termine à la fin de l'année, on a mis une action de forte priorité sur le développement de l'IA. Pour faire très court, ça consiste à avoir identifié 5 premiers cas d'usage. Je souligne 5 premiers. Ça peut être sur le traitement du surendettement, ça peut être en partie sur la supervision, ça peut être sur le suivi des risques de blanchiment associés à certaines opérations. Et ces 5 premiers cas d'usage, nous les délivrons cette année, 2025. S'ajoute à ça, de façon assez classique, au-delà d'un certain nombre de cas d'usage métiers, une IA pour tous, transversale, et ça aussi, je crois que je rejoins beaucoup d'entreprises qui sont ici, de pouvoir offrir à l'ensemble des hommes et des femmes de la Banque de France des fonctionnalités telles que nous commençons tous à les avoir chez nous, de compte-rendu de réunion, de recherche documentaire, etc. La subtilité, on le sait tous, c'est que les outils de marché ou privés doivent être rendus compatibles avec la sécurité de notre système d'information et la sécurité de nos données. Donc c'est un peu plus facile à dire qu'à faire, mais nous y sommes attelés pour cette année. Évidemment, sur les années suivantes, on va avoir un prochain plan stratégique. Je pense qu'on développera encore davantage l'intelligence artificielle. Nous la voyons avant tout comme un outil d'aide à nos équipes, de renforcement d'un certain nombre de missions pour pouvoir faire de façon plus qualitative des choses qu'on ne faisait pas jusque-là, et pas un outil de destruction de tâches. Je crois que c'est assez... Il y a des gains de productivité, mais ça ne fait pas disparaître, évidemment, les missions de la Banque de France. Alors, on va mettre votre casquette de superviseur, cette fois, de l'innovation. Vous avez évoqué le contexte géopolitique et les changements des derniers mois. Qu'est-ce que ça implique ici pour le soutien à l'innovation dans la finance ? Est-ce que ça vous ennuie, Alexandre, si je change de siège? Pas du tout. C'est pas du tout que je me méfie de vous, mais comme ça, je vous verrai mieux. Voilà, ça change la perspective. Vous voyez, pour le dialogue, il faut un peu de distance. Alors, sur notre casquette de superviseur, évidemment, beaucoup des acteurs de la finance utilisent de plus en plus l'IA, et c'est une bonne chose, et cette tendance ne peut que s'accélérer. Alors, il y a une compréhension de notre part, ça c'est ce qu'on vient de dire sur l'utilisation de l'IA par nous-mêmes, mais il y a une fonction de supervision spécifique à l'IA. Comme vous le savez, l'IA Act au niveau européen, enfin le règlement sur l'intelligence artificielle, prévoit que dans chaque pays, il y a une autorité qui sera en charge pour le secteur financier de surveiller la bonne utilisation de l'IA. Alors c'est peut-être mon annonce d'aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais c'est plus que probable. C'est, sans grande surprise, je crois que c'est naturel, l'ACPR qui sera en charge de ce rôle de supervision de l'IA dans le secteur financier. Je crois qu'elle est compétente pour cela, elle se prépare et ça assure évidemment une très bonne jonction avec le reste de la supervision. Nous préparons d'ores et déjà nos équipes et nous allons nous renforcer pour cela. Il y a 2 principes que je peux ajouter. Le premier, c'est que, comme vous le savez, cette année 2025 a marqué une étape très importante, c'est l'entrée en vigueur de DORA. Donc le règlement sur le risque opérationnel et la responsabilité de chaque institution financière pour s'assurer que l'utilisation des outils IT en général et de l'IA en particulier est maîtrisée sur le plan des risques, notamment sur le plan de la cybersécurité. Parce qu'autant qu'on le dise tout de suite, l'IA est une réalité ambivalente par rapport à la cybersécurité. Une plus grande utilisation de l'IA augmente les risques cyber, et en même temps, une plus grande utilisation de l'IA peut nous donner des atouts supplémentaires pour prévenir les attaques cyber. Tout ceci fait partie, évidemment, des responsabilités des établissements dans le cadre de DORA, et nous sommes chargés, avec le mécanisme de supervision unique à Francfort, de surveiller la bonne mise en place de DORA. Mon sentiment, mon premier sentiment à ce stade, sous le contrôle de celles et ceux qui sont ici, bien sûr, c'est une obligation supplémentaire qui a demandé des préparations, etc. Mais je crois qu'il y a eu un bon travail en commun et qu'il y a aujourd'hui une bonne intelligence de part et d'autre de ce que DORA peut apporter. L'autre chose
sur lequel évidemment nous travaillons, c'est la bonne utilisation de l'IA sur les fonctions cœur du métier bancaire. Je vais prendre l'exemple des banques. Et on sait tous qu'il peut y avoir des algorithmes beaucoup plus puissants, notamment sur les décisions de crédit. Ça, je crois que c'est une bonne chose. Je vais le dire de façon ultra simple, l'ACPR a lancé depuis 2-3 ans vraiment des consultations très importantes en la matière. Beaucoup d'entre vous y ont participé. On a fait un hackathon l'an dernier avec un certain nombre d'usages de l'IA. Si je devais résumer une des conclusions, je ne prétends pas à l'originalité, mais je vais prétendre à la clarté. Ce n'est pas de boîte noire. L'IA ne doit pas conduire les établissements financiers à utiliser des algorithmes qu'ils ne maîtrisent pas. Je crois que dans le principe, nous serons tous d'accord. Dans la réalité, ça suppose un peu d'attention de tout le monde. Un des sujets des derniers mois aussi, ça a été celui de la simplification réglementaire en Europe. Il y a eu le projet Omnibus. Voilà, quel est le bon dosage à trouver, jusqu'où ne pas surcomplexifier ou jusqu'où assouplir ce qui existe, aussi bien pour des banques traditionnelles qui ont besoin de dégager des capacités d'investissement dans l'IT, que pour les fintechs qui, elles, ont peut-être plus des sujets d'agilité, de rapidité d'agrément, de choses comme ça. Oui, là, si vous me permettez de le dire comme ça, la simplification, on s'aperçoit que c'est un sujet qui est faussement simple. Dans le principe, tout le monde est pour la simplification. Mais c'est un sujet qui amène pas mal de passion, je crois l'avoir vu dans le débat des dernières semaines, notamment, soyons clairs, parce qu'il est un peu exacerbé par ce qui est annoncé de l'autre côté de l'Atlantique. Je dis bien ce qui est annoncé parce qu'il ne s'est pas encore passé beaucoup de choses. Alors je vais commencer par ça, c'est que la simplification, ça n'est pas la dérégulation. Et je l'ai dit assez fortement, autant je crois à la simplification, j'ai été un des premiers à le dire dans une conférence de l'ACPR en mois de novembre dernier, sous le titre « Dénouer quelques nœuds de la réglementation bancaire européenne », mais ça n'est pas la dérégulation à l'américaine. Et permettez-moi de souligner 3 différences, et je crois que c'est important qu'on soit d'accord là-dessus, parce que sinon le débat va partir sur une mauvaise piste. Premièrement, la simplification ne conteste pas les objectifs de stabilité financière, essentiels à la réglementation, ne perdons jamais de vue cet objectif, et même de lutte contre le changement climatique. Deuxièmement, la simplification reste fidèle aux grands standards internationaux, c'est BAL 3 pour les banques, et c'est les réglementations ou les recommandations du FSB, le Conseil de stabilité financière, sur les cryptos ou sur les non-banques. Et troisièmement, la simplification vise d'abord la réduction de la complexité et pas nécessairement celle des exigences en capital ou en liquidité. Alors, il y a un travail qui a commencé là-dessus dans diverses autorités européennes, d'abord à l'EBA il y a quelques semaines, et puis vous l'avez peut-être vu, ça a été annoncé la semaine dernière, je crois il y a quelques jours, il y a une task force de haut niveau créée au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE. Nous commençons juste. Alors c'est là que je vais devenir décevant. C'est comme nous commençons juste le travail et qu'on veut essayer de le mener de façon sereine et non passionnelle, eh bien, je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais je crois que j'ai donné quelques principes ou quelques garde-fous. À l'intérieur de ça, évidemment, si on peut simplifier certaines pratiques de supervision, le SSM a d'ailleurs courageusement commencé, ou certaines pratiques ou certaines règles qui feraient un peu double emploi ou qui seraient trop complexes, ça sera très bien. Mais on attendra le résultat de ces réflexions. Alors, notre temps est écoulé. Merci beaucoup, François Velleroy de Galhau. Merci de votre attention.